Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Toujours fidèle à notre programme du Bonjour d'Algérie. Très heureuse en tout cas de vous retrouver, comme chaque mercredi et jeudi durant la semaine. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, nous sommes donc le mercredi 20 février, c'est cela, n'est-ce pas Mina? Et puis on va être accompagné de deux rubriques habituelles du mercredi matin, sans oublier bien entendu la rubrique L'invité de la matinale avec Nejma Heresh dans un tout petit moment, juste après le flash d'information et la météo bien sûr. Nous aurons le plaisir de retrouver Kamel Sweet pour sa rubrique Startup. Il viendra nous présenter un invité pour parler bien sûr de comment financer les startups surtout. Et nous aurons également Hamid Belkacem dans sa rubrique Environnement. Il nous parlera donc de la journée mondiale et reviendra sur la journée internationale des baleines et surtout d'un poisson aussi, l'espadon. L'espadon qui est souvent consommé par tout le monde mais qui ne connaissent pas peut-être son mode de vie et son mode de déplacement. Nous aurons sur ce plateau un chercheur en sciences halieutiques pour nous en parler en détail. Et puis on aura aussi à annoncer un événement, c'est le salon de la mariée. Donc elle sera là pour nous en parler, l'organisatrice sera là pour nous en parler en détail. Et puis on terminera l'émission avec un artiste qui nous vient donc de l'étranger. Il s'agit donc de Anas Ben Turkiya, un chanteur de raï qui sera sur notre plateau pour nous parler de son concert et surtout de son nouveau clip plutôt. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier et puis restez avec nous jusqu'à la fin. Tout de suite, c'est la météo présentée par Mina Habed. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors heureusement que vous étiez là pour me dire qu'on était le 20 février. Et encore, j'étais pas encore sûre. Comment ça va? Ça en va. forme? Oui. Le temps se radoucit, se réchauffe. Il fait frais ce matin quand même, Ça il faisait change pas frais. beaucoup. Oui. Il fait frais la matinée, le soir, la nuit. Voilà, bon, on vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Eh bien, cette début de matinée, on traite de la brume sur l'ensemble des régions côtières et puis beaucoup de soleil. Un petit peu comme hier, sur la partie ouest, un ciel dégagé à partiellement voilé sur le centre et l'est du pays. Sur la partie sud, un ciel voilé également, notamment sur le sud-ouest et le nord Sahara. Le Sahara central, le Sahara oriental et les oasis, on notera des vents plutôt forts, entre 60 et 70 km/h, notamment sur les oasis et le nord Sahara, avec bien sûr de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 18 degrés à Alger, 16 degrés à Annaba, 19 à Oran-Tlemcen. On notera un minimum de 14 degrés à Al-Bayat ainsi qu'à Batna, 21 degrés à Gardaya, 20 degrés à Béchar, 25 degrés à Hassim Saoud, 31 degrés à Ilizi, 23 degrés à Tamarasset Janat et enfin 33 degrés, ce sera la maximale à Borj, Badji Mokhtar et Ain Ghazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Prague, Varsovie, Berlin, Londres, un ciel voilé à Paris, Berne et puis dégagé à Marseille, Bordeaux. Côté Mercure, on notera 11 degrés à Londres, 14 degrés à Paris, 18 à Bordeaux, 13 degrés à Marseille, 10 à Berne, 8 degrés à Prague, 7 degrés à Varsovie, 11 à Budapest, 14 degrés à Bucarest, 17 à Athènes, 16 à Rome, 12 à Dublin. Et enfin, 16 degrés à Lisbonne ainsi qu'à Madrid. On passe tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Voilà, merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Et puis à tout à l'heure. On vous tout à retrouvera avec grand plaisir. Donc midi et À midi 19h. et 19h. Et puis prenez un bon café. Oui, voilà. c'est prévu. À tout à l'heure et puis regardez Bonjour d'Algérie. Bien sûr. Voilà. On va se retrouver dans un tout petit moment. On va retrouver Nejma Heresh et bien sûr le flash d'information.
de très belles images de notre collègue Nadir. Et puis, ça nous donne envie, en tout cas, de nous déplacer et de faire ce genre d'ascension en pleine montagne de Tikjda. Tout de suite, c'est le flash d'information présenté ce matin par Nejma Herish. Bonjour Nejma. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, installation de la commission de facilitation de l'accessibilité des personnes handicapées dans les différents domaines de la vie quotidienne. C'est ce qui a été annoncé par la ministre de la Solidarité lors d'une séance présidée à Al-Harrach, à Alger, donc par la ministre. À Oran est prévu un colloque régional sur l'activation du rôle des agences de gestion et d'amélioration urbaine. Ça se passe donc à Oran les 20 et 21 de ce mois, donc aujourd'hui et demain. À Mostaganem, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche entame une visite de travail de 2 jours dans la wilaya. Bouazgui inspectera lors de la première journée des exploitations agricoles et la forêt récréative du phare dans la commune de Ben Abdelmalek Ramdan. À Djelfa, le ministre des Travaux publics qui était hier en visite de 2 jours, Abdelghani Zalen, a annoncé que la concrétisation des projets de dédoublement de la route nationale numéro 1 était à même de réduire les accidents de la route. Le ministre des Ressources en eau, de son côté, a annoncé que les communes de Bérin et Messaad avaient bénéficié de projets de réalisation de stations d'épuration des eaux usées. De son côté, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, qui était aussi accompagné des 2 ministres dans la wilaya de Djelfa, a annoncé qu'il sera procédé à l'éradication définitive des bidonvilles de Zaria dans le cadre des lois de la République. Il a par ailleurs affirmé que l'Algérie se prépare aux prochaines années et son avenir n'est pas tributaire au rendez-vous électoral. Nordine Bedoui a affirmé également hier soir, à partir de Djelfa, toujours que la daïra de Messaad, située au sud de la wilaya, était concernée par une promotion dans le cadre du découpage administratif relatif aux wilayas délégués. Donc voilà ce qu'il y avait dans l'actualité. Récemment aussi, un autre événement qui était à la une rencontre sur le tourisme thermal en présence du ministre du Tourisme, donc qui s'est déroulée à Alger. Donc l'objectif étant de faire un constat sur la réalité du thermalisme en Algérie, mais aussi mettre au point une stratégie à même de booster ce secteur. Et pour en parler avec nous, présent pour l'invité de la matinale, Docteur Ouled DF Abdelghani. Donc bonjour monsieur, vous êtes directeur de la station thermale de Guelma. Donc bienvenue à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le thermalisme en Algérie aujourd'hui? Comment il se porte ce secteur? Merci madame pour l'invitation. Tout d'abord, le thermalisme, une courte définition, c'est les activités liées à l'exploitation et à l'utilisation des eaux thermales à fin thérapeutique. Le thermalisme est connu en Algérie depuis l'Antiquité. À l'époque romaine, il y a des stations thermales qui portent les Romains à l'époque, ils ont installé autour des sources thermales. On trouve des stations thermales comme Hammamira qui s'appelle à l'époque romaine, Aqua Mauritania. C'est-à-dire ça prouve que le thermalisme en Algérie est depuis l'Antiquité. Et il y a aussi l'époque ottomane. Les Ottomans ils ont été très amateurs des bains chauds. Ils ont installé des bains dans différentes villes. Aujourd'hui, c'est comme dans le passé, les stations thermales sont très sollicitées par les Algériens pour traiter des différentes maladies, principalement
les maladies rhumatologiques, les maladies dermatologiques et les maladies des voies respiratoires. D'accord, très bien. Donc, vous l'avez dit, l'activité qui remonte à l'ère romaine, d'où la construction de beaucoup de sites romains. On trouve beaucoup de sites romains autour des stations et des sources thermales. On en a aujourd'hui, selon une étude établie récente, un peu plus de 200 sources thermales. Mais on est à combien de stations thermales, Monsieur Ouladiev? Il y a un bilan thermal qui a été établi en 2015. Nous avons recensé plus de 282 sources thermales éparpillées sur le territoire national. Il y a 8 stations thermales étatiques, c'est-à-dire publiques, qui sont gérées par le groupe HTT, groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme. Les stations thermales qui ont été ouvertes fonctionnel depuis les années 70. Il y a à l'extrême est de l'Algérie, il y a Hammam Chellala, ex-Meskhoutin. Il y a Hammam Gergour à Sitif. Il y a Hammam Salhin à Biskra. Il y a Hammam Riga à Ain Defla. Il y a Hammam Bouhnifi à Mascara. Hammam Rabbi à Saïda. Hammam Bouhjar à Ain Temouchent. Et Hammam Bograra à Tlemcen. Donc ces stations sont médicalisées, donc équipées sont médicalisées. Il y a des structures, des infrastructures d'accueil et d'encadrement d'encadrement pour recevoir des curistes avec des personnels qualifiés, personnels médical et paramédicaux qualifiés pour prodiguer des soins à base scientifique aux curistes, on parle des clients. Est-ce qu'il y a un engouement auprès des clients ces dernières années ou l'activité est en déclin? À propos de ce sujet, donc, comme les stations thermales sont ouvertes dans les années 70, ça fait plus de 40 ans, le groupe HTT, avec la collaboration du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, est en train de faire une stratégie qui a commencé, ça fait plus de 6 ans, de moderniser et rénover les stations thermales. Justement, il y a eu une vaste opération de réhabilitation. Il y a des stations, j'ai oublié tout à l'heure, il y a 2 centres de thalassothérapie qui est toujours sous la coupe du groupe HTT. Il y a le centre de thalassothérapie à Oran, à Les Andalous, qui a été ouvert l'année passée. Il y a le centre de thalassothérapie à Sidi Fraj, qui est fermé pour des travaux de rénovation. Ça fait 2 ans. Donc le taux d'avancement des travaux, c'est 98%. Il va ouvrir le 15 avril. Il y a une extension avec une structure de spa, c'est-à-dire il va devenir un complexe. C'est-à-dire l'existant qui est en rénovation, c'est l'utilisation de l'eau de mer. Et il y a la nouvelle structure, c'est l'utilisation de l'eau, les eaux douces. Donc il va devenir un complexe. Les autres stations thermales, exemple à Chellala, il y a un projet d'un nouvel hôtel de 160 chambres avec toutes les infrastructures nécessaires et modernes pour donner des meilleurs soins aux curistes. Il y a aussi Chellala, c'est l'établissement que vous gérez actuellement. Oui, oui. Et je rappelle que vous êtes, en plus de votre activité de gestion, vous êtes médecin de formation. Oui, je suis médecin de formation et ça fait plus de 4 ans que je suis directeur de l'établissement. Il y a les autres stations thermales aussi qui sont en rénovation. Il y a Hammam Bouhjar, Hammam Bouhnifiya, c'est-à-dire toutes les stations thermales sont en rénovation. Très bien. Alors, par rapport à votre établissement, quel type de clients vous recevez? Est-ce que c'est tous des patients qui viennent pour des raisons médicales ou bien c'est des touristes? Bon, pour la station de Hammam Chellala ex-Meskhoutin, nous avons plusieurs conventions, surtout avec les CNA, avec Sécurité sociale, CNAS et CASNOS. À ce propos, c'est-à-dire il y a une grande contribution de la part du ministère du Travail
parce que la majorité des clients des stations thermales, c'est les abonnés des CNAS et de Casnos. Bon, le complexe de Hammam Chellala, il a plusieurs conventions. Comme j'ai déjà parlé, donc la Donc convention... vous n'avez pas, si j'ai bien compris, des clients hors cette catégorie de personnes qui viennent dans le cadre de conventions? Nous avons 17 conventions avec les CNAS et avec les œuvres sociales des organismes Naftal, Sonatrach, Caisse militaire, l'éducation. Il y a aussi, on a ce qu'on appelle les clients libres. C'est des gens qui viennent avec ses propres moyens. Donc, nous avons représente 30% de nos clients. C'est des clients libres qui viennent avec ses propres moyens. Est-ce que 30%, ça représente un taux important pour vous ou pas? Comme nous avons 17 conventions avec les œuvres sociales et la CNAS. Vous affichez plein toute l'année, vous affichez complet, c'est ça? Presque toute l'année, on travaille, le taux d'occupation, on dépasse les 80%. D'accord. Comme nous avons 17 conventions, donc les clients libres, c'est toujours la majorité sont des gens qui sont assurés. Donc ils viennent avec une prise en charge. D'accord. Dans le cadre, surtout pendant ce qu'on appelle la haute saison chez nous, c'est du janvier jusqu'à avril. Comme cette année, le mois de Ramadan, Inch'Allah, c'est au mois de mai. On a programmé un programme d'animation, on a programmé un programme d'animation et d'activité pour nos clients. Très bien. Et qu'en est-il des prix, des tarifs que vous affichez? On affiche des prix bien étudiés qui sont à portée de tout le monde. C'est quoi la moyenne? La moyenne, c'est entre 4 000 à 5 000 dinars à la pension complète et par jour par personne. Je pense que c'est des prix bien étudiés. Des prix abordables, oui. Et est-ce que vous ne vous sentez pas dépassé par le secteur privé qui investit de plus en plus dans l'activité? Bon, il y a 292 sources thermales en Algérie qui sont éparpillées sur le territoire national. Majoritairement à l'est du pays. Oui, donc c'est... bon, il y a presque 100 sources thermales qui sont exploitées. Le reste vierge, qui ne sont pas exploitées. Dans ce cadre-là, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a essayé de booster le secteur du thermalisme pour, c'est-à-dire, ils ont donné des investissements au privé. Il y a des privés qui ont fait un très bon travail. C'est nos partenaires, ce n'est pas des concurrents. C'est nos partenaires pour développer le secteur du thermalisme en Algérie. Donc, il y a des investissements qui sont vraiment, qui sont déjà finis les travaux. Il y a des autres il y a des investissements en cours. Est-ce qu'on peut dire que l'activité reprend de plus belle? Parce qu'il y a quelques années, il y avait très peu de clients par rapport à la situation générale qu'a vécu le pays. On a remarqué qu'il y a un regain de l'activité. Est-ce que c'est toujours en croissance chez vous? Oui, il y a une forte demande. Malgré c'est les 8 stations thermales installées, c'est-à-dire publiques, il y a toujours une forte demande. C'est pour cela que l'État, ou le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a essayé d'investir et de faire des autres stations privées pour accueillir la forte demande des clients. Et quelle stratégie pour vous, pour votre établissement, pour valoriser davantage cette activité, attirer plus de clients libres notamment? Tout d'abord, il faut rénover et moderniser la station thermale. Nous avons une rénover aussi et faire peut-être une mise à niveau des prestations de services et du personnel, les former dans le domaine, non? Oui, notre station thermale, elle a un programme, c'est-à-dire depuis plusieurs années, on fait ce qu'on appelle l'auto-rénovation. C'est-à-dire sur l'exploitation, à chaque fois, on ferme une partie, on fait des travaux. C'est-à-dire, l'autre fois, on ajoute une autre partie. Pour les clients, nos clients, il y a vraiment, le client algérien devient, c'est-à-dire, il y a certains exigeant.
pas vraiment exigeant, mais il demande certaines prestations qui est vraiment nécessaire. C'est pour cela il faut rénover la station, il faut assurer un personnel qualifié pour assurer, pour donner des bons soins aux clients. Et quel type de soins vous prodiguez aux clients qui viennent pour des raisons médicales? Bon, dans notre station et dans la majorité, bon, dans toutes les stations thermales en Algérie, il y a deux volets thérapeutiques. Il y a l'hydrothérapie et la physiothérapie. L'hydrothérapie, c'est ce qu'on appelle la crénothérapie, c'est les soins par l'eau thermale. Il y a les bains dans la baignoire, il y a une piscine thermale, il y a le massage sous l'eau, il y a la douche au jet, il y a l'hydromassage, il y a plusieurs soins par l'eau. Il y a l'autre volet, c'est la physiothérapie, c'est les soins à sec, c'est des massages aux infrarouges, il y a la paraffine, il y a de l'électrothérapie, il y a plusieurs soins. Et est-ce que ces soins sont compris dans le tarif de l'hébergement? Oui. C'est-à-dire, si on parle de la pension complète, c'est l'hébergement, la restauration et les soins. Bon, les soins sont orientés, c'est-à-dire le client, dès son arrivée, il passe la consultation médicale chez un médecin thermal au niveau de la station, et il pose le diagnostic, et après, on donne ce qu'on appelle une carte de soins, c'est-à-dire selon sa pathologie, il y a les soins dans la carte selon sa pathologie. Très bien. Donc, vous, en tant que professionnel du secteur, quelle vision vous apportez-vous sur l'activité à court et à moyen terme? Comment vous voyez le développement du tourisme thermal chez nous? Le tourisme thermal, c'est une filière très importante pour développer le tourisme en Algérie. Notre pays, il possède plus de 282 sources thermales. Notre vision, c'est de capter, tout d'abord récupérer nos touristes, nos clients nationaux, et pourquoi pas, de ramener des étrangers dans notre pays. Bien sûr, et qui dit développement du tourisme thermal, dit développement d'autres activités qui gravitent autour de cette filière. Par exemple, dans votre station, est-ce qu'il y a eu développement de certains projets annexes, d'autres hôtels, des aires de jeu, des investissements de ce genre? Est-ce qu'il y en a eu? Bon, dans notre région, au niveau du complexe, c'est un complexe qui est sur 44 hectares. Nous avons un grand jardin, nous avons des aires de jeu pour les enfants, nous avons un théâtre en plein air, nous avons une salle de cinéma pour donner des animations, parce que la cure thermale, ce n'est pas uniquement les soins. Il faut développer le tourisme d'une manière générale, aussi l'artisanat. Est-ce que vous avez pensé à ça, développer au moins l'artisanat, ouvrir des boutiques au profit des touristes qui viennent visiter la région, qui ne la connaissent pas finalement? Par exemple, mettre à leur disposition des guides touristiques pour visiter la région. Est-ce qu'il y a une politique de développement dans ce genre? Bon, notre politique dans notre région, c'est nous avons des conventions avec des agences de voyage. Est-ce que vous organisez des circuits touristiques? Parce que vous imaginez bien, un touriste qui vient passer 3-4 jours cloîtré dans une chambre, il finira par s'ennuyer. Bon, comme la région, c'est une région qui a des sites, plusieurs sites à visiter, nous avons une convention avec des agences de voyage pour organiser un parcours dans la région, comme il y a théâtre romain également. Il y a aussi des sites romains à côté, il y a des grottes. Donc à chaque fois, surtout dans la haute saison, il y a des agences de voyage avec des guides qui donnent qui font visiter les touristes. En plus, Guelma est une très très belle région qui recèle beaucoup de potentialités touristiques, d'où la réflexion de les développer. Voilà, en tout cas, un dernier mot peut-être. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, mon dernier mot, c'est le groupe HTT
groupe hôtellerie, thermalisme et tourisme. Il a un programme très riche, très actif pour développer et moderniser les stations thermales en Algérie. Ce programme qui va achever d'ici 1 année, 2 ans, ce sera des meilleures stations thermales pour nos clients. On attend beaucoup de vous et des professionnels du tourisme thermal et on espère voir des résultats probants d'ici là. Merci beaucoup, Monsieur Ouled Diaf Abdelrani. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station thermale de Guelma. C'est Hammam Msrouti, Oui, c'est ça? oui. En tout cas, c'est une très très belle station. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, Amel, c'est à vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de l'invité de la matinale. Merci beaucoup Nejma, merci également à votre invité. On a pu donc voyager à travers les stations thermales et Dieu sait comme ils sont, ils apportent beaucoup de bienfaits à ces visiteurs en tout cas. Eh bien tout de suite nous allons parler de la formation professionnelle. Nous en avons parlé énormément cette semaine vu que c'est bientôt la 2e rentrée de la formation professionnelle. Cette fois-ci gros plan sur l'Institut de formation donc en électricité cette fois-ci du côté de Rouiba. C'est un reportage signé Amel Messaïd. هذا درنا كومن كابتور نورمالمون نديرو كابتور تاع التراسون درنا فلوتور. Amir étudie l'électricité à l'institut spécialisé dans la formation des métiers de l'énergie et de l'électricité de Rouiba à Alger. دونك حنا هنا نقراو l'électricité industrielle et l'automatisme. Il existe à travers le territoire national plusieurs centres de formation en électricité, mais ce pôle d'excellence a une particularité, l'efficacité énergétique. Ici, on inculque aux stagiaires les gestes professionnels et la technologie qui lui permet de rationaliser sa consommation et son usage de l'énergie électrique, l'usage quotidien. Pour mieux comprendre cette technologie, voici un exemple concret. Je donne l'exemple des cages d'escalier dans les bâtiments d'avant. On avait affaire à des minuteries. Une fois appuyé dessus, c'est programmé pour un certain temps, après c'est éteint. Maintenant, on travaille avec des détecteurs. Qui réagissent aux vibrations. Avec une certaine fréquence, le détecteur capte une certaine fréquence à travers laquelle il enclenche un interrupteur ou un contact, un mini-contact, à travers une interface qui est installée dans la maison qui est censée être automatisée. Et ce contact agit sur ce qu'on veut, que ce soit l'éclairage, le chauffage ou selon le besoin. Le centre d'excellence qui dispense une formation de 2 ans et demi mise sur le partenariat avec les industriels. On a pris quelques stagiaires chez nous pour les former, même les accompagner en soutenance, en formation. Après la fin d'études, on propose de recrutement au niveau de notre société. Dans un contexte de développement rapide des technologies, le marché du travail est aujourd'hui plus que jamais demandeur de ces métiers de l'électricité automatisée, surtout lorsqu'on sait que le programme dispensé dans ce centre est un programme issu de la coopération algéro-française. On a fait des stages ou bien des formations avec nos collègues français qui sont des profs techniques dans les lycées professionnels français. Mais quels sont les critères d'adhésion ? On avantage un peu les terminales, quoique la plupart de la population étudiante ici, c'est des bacheliers, voire même des masters qui sont là. Donc qu'ils soient terminales, maths, technologie, sciences de façon générale, sciences technologiques. Et il y a une présélection avant, c'est la présélection. La première, c'est la sélection de la spécialité. Et la deuxième, c'est la sélection définitive des stagiaires qui vont être reçus. C'est autour d'une commission des jurys qui est composée d'un représentant industriel tel que Schneider au SOMAV qui est notre partenaire. Il y aura la partie française, l'expert français qui sera présent. Il y aura la partie Schneider qui sera présente parce que c'est notre partenaire officiel. Et il y aura nos enseignants qui seront présents. Le centre est d'une capacité de 144 places pédagogiques, mais actuellement il compte 2 promotions de 24 étudiants chacune. La première promotion sortira le mois de février en cours et selon certaines indiscrétions, tous les étudiants ont trouvé des recruteurs.
Eh bien, les recruteurs, on va en parler aussi à travers la rubrique de Kamal Swig. Hamid, il va arriver dans un moment, Hamid Belkassam. Kamal Swig est là, comme chaque mercredi matin. Il va nous parler de start-up et surtout de financement, beaucoup plus. Bonjour, Kamal. Bonjour, Amel. Comment ça va? Très bien, et vous? Très bien. Alors, justement, nous allons parler aujourd'hui de financement. On a reçu des dizaines de start-up ici même. Et la question principale qui se posait à chaque fois, c'était les financements, le nerf de la guerre. Et ça tombe bien, car nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Yassine Rahmoun. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Alors, votre CV s'étale sur des pages. Nous allons essayer de vous cerner, de mieux vous cerner, et essayer d'avoir les informations qui sont utiles aux start-upers, justement, où trouver les financements et comment faire, justement, pour arriver à ces financements. Alors, vous avez brièvement sur votre parcours, vous êtes diplômé au Polytech de Lausanne, vous avez eu votre MBA à l'Université de Berkeley, vous êtes cofondateur de Algerian Kasba Business Angel. Et aujourd'hui, nous parlons justement de Business Angels. Comment on peut définir un Business Angel? Alors, un Business Angel, c'est une personne physique qui va investir une partie de son argent, patrimoine, sur une entreprise, une start-up ou une TPE qui a un côté innovant et donc qui peut se permettre de prendre un risque et donc mettre son propre argent. Au-delà de l'argent, il va mettre du temps à disposition, ses compétences, et aussi utiliser son réseau, éventuellement commercial, pour aider la start-up à avoir aussi des bons de commande. Très bien. Kasba Business Angels, mais vous êtes aussi cofondateur de Algerian Startup Initiative, qui est une association qui fait justement le process de sélection pour sélectionner les start-upers et pour sélectionner les financeurs aussi. Absolument, Kamel. En fait, il est très important d'avoir un écosystème, puisque le volet investissement, il vient en bout de chaîne. Donc, l'idée ici, c'est qu'on part à la base d'une idée qu'il faut essayer de faire germer. Donc en général, les idées se trouvent très souvent dans des universités, dans des tiroirs, parce qu'il y a eu un diplôme mais qui ramasse la poussière. Et donc, Algerian Startup Initiative elle va justement organiser des bootcamps dans les universités, dans les wilayas, dans le fin fond de l'Algérie, pour essayer justement d'encourager les jeunes et les moins jeunes à développer leur idée. Développer l'idée, merci beaucoup. Et partir de cette idée, c'est justement d'élaborer un business plan. Et l'objectif d'un business plan, c'est en fait d'expliquer comment est-ce que l'idée va fabriquer de l'argent. Et bien sûr, Algerian Startup Initiative doit aussi accompagner la start-up dans l'incubation et le mentorship. Très bien. Et il y a c'est ce qui nous intéresse ce matin, il y a des critères de sélection. Vous commencez d'abord par ce qu'on appelle le filtrage. Oui. Alors, en fait, effectivement, Kamel, c'est un process. Donc, d'abord, il y a la partie screening, donc filtrage. On reçoit des business plans d'une façon périodique. Et ensuite, sur, on va dire, 40 business plans, l'idée, c'est de faire une sélection pour voir celles qui vont venir présenter devant les business angels, qui est périodiquement une fois par trimestre. Et ça, c'est la deuxième étape, c'est la présentation. Ça, c'est la deuxième étape, effectivement, voilà. Et donc, durant la présentation, c'est l'opportunité pour la start-up d'avoir 20 ou 25 minutes pour justement convaincre et présenter leur business plan, que leur idée peut fabriquer de l'argent, avoir une valeur économique. Il faut être percutant, donc. Percutant, absolument. Vraiment, il faut vraiment aller droit au but pour pouvoir convaincre ces mécènes, parce que pratiquement, ce sont des mécènes d'un autre genre. Absolument, et en fait, il faut être percutant et surtout intègre, puisque l'étape numéro 3 est justement de vérifier que tout ce qui a été dit théoriquement existe. Donc, si la start-up dit qu'elle a un client, elle a 2 employés, elle a un prototype, justement, la troisième étape consiste à la vérification pour ensuite éventuellement l'investissement. Ce qu'on appelle faire une enquête, vous allez au fond, vous ne faites pas dans la dentelle, vous enquêtez aussi sur la solidité, sur le sérieux de ces start-upers et vous allez jusqu'à l'investissement. Absolument. Ce qu'on appelle en termes le start-up ou jargon investissement, on appelle ça le due diligence. Donc c'est en fait cette petite enquête. Et c'est pour ça qu'il est très important d'être pertinent et puis aussi juste et précis. Et s'il y a donc affinité, on va dire, parce que donc il y a effectivement investissement. Et une question qui se pose et que peut se poser justement les start-upers qui nous regardent, les critères de sélection, que ce soit pour les start-upers ou pour les business angels.
les financeurs? Absolument, c'est une question très importante. En fait, pour les critères de sélection pour d'abord la start-up, on essaie de voir si la start-up, s'il y a un besoin irréfutable pour le produit, s'il a sa place sur le marché, parce qu'on voit de très belles idées, mais si elles n'ont pas leur place sur le marché, ça ne sert à rien. Voilà. On essaie de voir si dans cette start-up, il y a une team, une petite équipe, parce qu'on a plus de chances de réussir quand on est 2-3. Une start-up, ça consomme émotionnellement que d'être un one-man show. On essaie de voir aussi si, au niveau de cette idée, il y a déjà un prototype. Ça montre déjà qu'il y a une capacité d'exécution. Et bien sûr, on essaie de voir, encore mieux, s'il y a 1 ou 2 clients qui ont déjà payé. Donc ça, c'est pour voir, évaluer la start-up. Pour faire un follow-up à votre deuxième question, c'est comment évaluer les critères d'un entrepreneur. Avant tout, le business, c'est pas l'argent, c'est la confiance. Donc on essaie de voir est-ce qu'il y a intégrité, est-ce que la personne est intelligente, est-ce qu'elle est très bonne communicatrice, est-ce qu'elle est spontanée, est-ce qu'elle est ouverte d'esprit. Est-ce que surtout, elle a cette capacité d'exécuter? Parce que vous avez des gens qui sont très forts en théorie, mais qui ont peu de capacité à exécuter une idée. C'est ça le plus difficile. Très bien. Mais vous qui connaissez la chaîne de bout en bout, d'amont en aval, qu'est-ce qui motive un business angel de venir et de mettre, je sais pas, de l'argent, 100 000 $, 1 million de dinars sur la table pour dire moi je crois à cette start-up et elle peut aller loin? C'est un coup de poker en fait. C'est un coup de poker effectivement, mais étudié. Parce que le plus important, c'est que ce business angel, il va prendre un risque qu'il peut se permettre. Oui. Voilà, c'est la règle d'or. Hein. Et puis, il va surtout essayer de diversifier ses investissements. Donc, sur 10 investissements de start-up, il ne va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pardon. Il va essayer de mettre une start-up dans la technologie, une autre dans l'agroalimentaire, donc il y a cette diversification de l'industrie. Voilà. Une stratégie conglomérale, pour reprendre une terminologie Absolument. économique. Voilà. Sur les 10, il va y avoir peut-être 8 qui vont échouer, 9 qui va à peine peut-être récupérer son argent, et celle qui va réussir va lui faire rattraper son argent. Bien sûr, la motivation, beaucoup pensent que c'est que l'argent, mais un business angel, il gagne beaucoup dans un groupe, hein, parce qu'à la fin, un business angel, c'est un groupe, il faut avoir une adhésion, c'est un club privé. Le relationnel, vous en parliez d'ailleurs Le tout à l'heure. relationnel, absolument. Donc un business angel, il va tisser des relations avec ses autres partenaires business angel, il va avoir aussi, bien sûr, il va espérer gagner de l'argent, mais il va te motiver aussi par une satisfaction personnelle, parce que avant tout, c'est un être humain. Ouais. S'il a gagné de l'argent, mais il va dire j'ai mis ces startups en Algérie et cette startup a fait une différence dans tout le territoire national, il va avoir une satisfaction personnelle. Justement, c'est un bon enchaînement parce que vous qui connaissez très bien l'écosystème des startups aux États-Unis, vous avez passé une vingtaine d'années dans la Silicon Valley, vous avez vous-même créé 1 ou 2 startups avant de les revendre. On va peut-être revenir un autre jour pour parler de votre parcours personnel, mais en Algérie, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un véritable écosystème de start-up en Algérie? Moi, je pense que depuis 2009, quand nous avons créé Algerian Startup Initiative, l'objectif était un petit peu de donner une prise de conscience que c'est qu'une start-up, un business plan, tout ça. Et je pense que depuis, il y a eu pas une feuille de route, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont dessinées très positivement. Depuis en 2010, ils nous ont dit, vous savez, on va faire mieux que vous. Donc, il y a eu des gens qui ont commencé à organiser aussi des bootcamps, des business plan competition. Il y a eu la naissance de quelques incubateurs. C'est nécessaire il y a de plus en plus de mentorat, il y a beaucoup plus d'entreprises qui font de la responsabilité sociale et qui investissent dans ces incubateurs et tels que par exemple Ourido et d'autres compagnies. Il y a des gens qui mettent de l'argent pour investir sur des événements, sur des formateurs qui viennent de l'étranger et à l'échelle nationale. Il y a aussi cette connexion avec la création de business angels. Ça fait partie de l'écosystème. Donc il y a eu des investissements, il y a eu aussi des compagnies qui sont parties de zéro. Donc je pense que cet écosystème se dessine. Il est juste aujourd'hui pas assez solide. Il faut juste continuer à avoir plus de business angels, plus d'incubateurs, plus de bootcamps, et ça va le faire. Vous parlez d'écosystème, mais il faut parler aussi du climat des affaires. Il faut connaître ce climat des affaires. Est-ce que vous avez eu le temps de bien le connaître pour pouvoir dire, voilà, je vais investir sur telle ou telle start-up? Oui, en fait, le climat des affaires est très très important parce que sinon, on ne peut pas sélectionner la bonne start-up. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on sait pertinemment que le commerce électronique, c'est pas encore à 100% là. D'accord. Donc, si demain, on va investir sur
une compagnie qui est à 100% basée sur le commerce électronique, même si le service est très beau, ça n'a pas marché tout de suite. Donc il est très important de connaître le climat des affaires. Mais je veux vous dire une chose, aujourd'hui il est possible de réussir en Algérie malgré un climat des affaires qui est loin d'être le meilleur au monde. Vous avez un terrain assez vierge aussi, hein, dans certains secteurs. Ça c'est justement un très bon point parce que vous savez les challenges dans la Silicon Valley c'est un monde où la compétition, le climat des affaires est très facile mais la compétition est très rude. Là le climat des affaires est un peu plus compliqué mais il y a des secteurs où il y a tout à faire. Ben justement, je voudrais bien rebondir à la question d'Amel parce que vous étiez aux États-Unis pendant 8 ans à la tête de l'Algerian American Association of Northern California. Donc vous connaissez très bien l'écosystème aux États-Unis et en Algérie. Si vous êtes revenu en Algérie, certainement parce que vous êtes algérien, vous aimez votre pays, mais parce que vous voyez du potentiel. Vous pensez qu'on peut faire des affaires avec des startups en Algérie? Absolument. En fait, je pense que il faut que ce soit un retour où il y a un mélange entre l'émotionnel et le rationnel. Parce que si on revient essentiellement émotionnellement, ça ne va pas le faire. Hein. Donc vous avez raison, je pense qu'il y avait les deux. Et aujourd'hui... il y a des compagnies qu'on a identifiées de l'école polytechnique ou d'université au fin fond qui n'avaient rien du tout. Et ils ont commencé, ils ont fait un business plan et ils ont eu 1, 2, 3 clients. Aujourd'hui, c'est viable. Donc, dans les services, je dis aux jeunes et aux moins jeunes, il y a beaucoup de choses à faire. Si on se lève très tôt, à 7 h du matin, et on travaille dur, c'est ça le secret aujourd'hui. Hein. Enfin, il n'y a pas de secret, il faut travailler dur. Bien sûr. Ça, on y arrive. Dernier mot peut-être si on a encore... très bien. Si je suis start-upper, j'ai une idée, j'ai envie de vous contacter, je fais comment? Alors, nous sommes présents, comme il y a plus de jeunes que de moins jeunes, à Casbah Business Angels, allez sur Facebook et LinkedIn, d'accord? Donc c'est très facile de retrouver. Et aussi, ça c'est pour la partie financement. Si c'est pour la partie mentorship, comment dire, comment dit mentorship en français, je voulais dire formation, incubation, il y a le site algerianstartupinitiative.com. Donc il y a deux entités que vous dirigez, une c'est une entreprise, la deuxième c'est une association et l'objectif est le même, c'est l'écosystème des startups, donc préparer la startup pour qu'elle puisse avoir un business plan qui vaille le coût, qui vaille l'investissement. Le grand challenge aujourd'hui des business angels, parce que nous faisons partie de European Business Angel Network, le grand challenge aujourd'hui des business angels, c'est de trouver des startups, c'est pas un problème d'argent, c'est de trouver des startups qui vaillent l'investissement. C'est pas... Vous avez des exemples comme ça que vous avez mis sur le rail, comme ça des startups que vous avez donc vues? Vous êtes visionnaire finalement. Oui. En fait, d'abord, ce n'est pas Yassine Rahmoun, hein, c'est tout un groupe qui travaille. Bien sûr. Absolument. Donc il y a de très belles startups aujourd'hui qui ont commencé. Il y a une Batou.com qui est devenu on l'a invité ici. Voilà, qui est passé par notre incubateur. Il y a comment elle s'appelle, la startup qui fait AquaSafe, qui fait justement un produit absolument innovant, même au monde, hein, qui arrive à détecter les eaux polluantes. Il y a une startup qui s'appelle Quizito. C'est une idée fantastique qui n'existe nulle part dans le monde, qui va aider les parents à encourager les enfants à lire des livres à travers des quiz. Et justement, on va revenir au cœur de Startup. Startup, c'est une société qui est censée être viable à travers le monde, le modèle de scalabilité justement. Et l'extension de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, le marché qui s'ouvre à nous, c'est d'abord le marché africain. Est-ce que vous voyez aujourd'hui des startups algériennes qui peuvent dans l'immédiat, dans un futur proche, de s'étendre dans d'autres pays africains par exemple? Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des niches où nous avons une opportunité. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y avait une dame qui me disait il faut absolument qu'on investisse dans le hardware. Et j'ai dit, dans les équipements, j'ai dit on a perdu la bataille à la Chine. Aujourd'hui, même les Américains, ils vont construire du matériel en Chine. Par contre, il y a des niches aujourd'hui dans des applications légères, comme par exemple les applications mobiles, c'est des services qui peuvent se propager dans toute la planète. Je pense qu'il faut aussi aller par étapes. Une start-up, elle se doit d'abord de pouvoir réussir dans son marché local. Et bien sûr, après, il y a des opportunités pour sortir à l'étranger. Et aujourd'hui, comme avec la transformation numérique, qui est notre vie a changé, notre façon de faire les choses a changé. Il y a eu des success stories où des gens ont commencé quelque chose de leur cuisine et leur application s'est propagée d'une façon virale. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans l'écosystème aussi, on parlait d'enseignement supérieur, hein, ça fait partie de l'écosystème, je pense qu'avec nos développeurs, il y a eu des compagnies qui ont eu des distinctions à l'international. Ça prouve que l'ingénieur algérien
il n'a rien à envier aussi à l'ingénieur étranger. L'être humain est devenu un homo urbanus et notre futur dépend, qu'on le veuille ou non, des startups et de l'écosystème numérique. Kamel, absolument. En fait, le plus important puisqu'on parle d'investissement, l'investisseur, quand il va venir dans un pays, il faut que le pays soit open, comme on dit, ouvert. Bien sûr. Mais ce n'est pas le plus important. L'investisseur, la première chose qu'il va voir, il va voir trois choses. La qualité des ressources humaines, 2, la qualité des ressources humaines, 3, la qualité des ressources humaines. La matière grise existe. Et heureusement d'ailleurs, on en a eu la preuve plusieurs fois sur ce plateau, avec vous et avec d'autres invités qui étaient venus sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Là, l'exemple du jeune qui n'avait pas eu le bac et pourtant, il avait développé une innovation magnifique. Ouais, exactement. Merci à vous, Yassine Rahmoud, d'être parmi nous. C'est un plaisir de discuter avec vous. Je pense qu'on peut parler avec lui encore pendant des heures. On aura, j'espère, l'occasion de le recevoir ou peut-être aller voir son univers carrément là où avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Kamel, toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, mercredi prochain, avec d'autres thématiques autour de la start-up. Tout de suite, on va un petit peu faire de sport. On va vous inviter à voir ce reportage signé Naïma Haouch, qui s'est intéressée au sport pour 3e âge. Regardez. Au Kaba de sport, cela change de voir ces seniors porter autre chose que leurs couffins. Ils ont plus de 80 ans et ils fréquentent les salles de sport. Nos sportifs du 3e âge ont tout compris. L'activité physique n'est pas réservée seulement aux jeunes. J'ai 82 ans, je pratique le sport depuis longtemps. J'ai trouvé que c'était bénéfique pour moi. Au lieu de rester à la maison et d'embêter peut-être ma famille, je viens ici pour me faire du bien et me faire des amis. Le sport, il n'a pas d'âge. La salle, elle est ouverte pour tout le monde et elle invite les gens à venir. Soyez les bienvenus et on aimerait bien faire du sport. Le sport, c'est la santé. Baisse de la force musculaire, respiratoire ainsi que de la masse osseuse sont une fatalité due à l'âge. Mais on peut y remédier avec de l'exercice. J'ai des adhérents qui se sont inscrits à 60 ans. Aujourd'hui, ils en ont 70. D'autres, 80 ans. Ils ne ratent aucune séance d'entraînement. L'erreur est de se dire qu'on est trop vieux pour faire du sport, alors que c'est faux. En plus, avec l'âge, on devient flemmard, surtout quand on est sédentaire. Il y a la voiture, on prend l'ascenseur, au lieu de monter les escaliers. Et c'est justement là qu'il faut faire du sport et bouger. Manger, bouger, ça ne peut nous faire que du bien. En un mot, il n'est jamais trop tard dans sa vie pour avoir une activité physique à condition que celle-ci soit adaptée à l'âge et à l'état de santé. Voilà, le sport, il faut en faire et surtout le matin, pourquoi pas, profiter un petit peu de quelques temps donc de libre pour pouvoir faire des petits exercices pour être en forme. En tout cas, ça a donné la pêche à nos téléspectateurs ce matin. Nous allons parler donc avec nos scientifiques, ils sont 2 sur notre plateau, pour nous parler bien entendu de la thématique choisie aujourd'hui, l'espadon. On va tout savoir sur l'espadon avec l'environnement et la rubrique environnement de Hamid Belkacem. Bonjour Hamid. Bonjour Amel. Comment ça va? Ouais, très bien. Très bien, chaque mercredi au rendez-vous. Aujourd'hui on a la pêche. Ouais. Et c'est aussi un sport, hein. Il y a la pêche au euro. Oui. Et donc c'est un sport très hard, j'allais dire. Très apprécié. Hein. Très apprécié. Donc c'est une forme de pêche, mais c'est aussi une activité économique. Hein. Oui. Mais il faut respecter les quotas, d'où cette thématique d'aujourd'hui, à savoir la pêche à l'espadon, qui a évolué parce que c'est un poisson dont la chair est vraiment appréciée. Donc on en pêche beaucoup et lorsqu'on en pêche beaucoup, on diminue le stock pêchable, on fait des dégâts dans l'équilibre, bien sûr. Et tout. Et donc à un moment donné, l'autorité qui gère la pêche à travers le monde met en place des systèmes de quotas et c'est ce qu'on va voir avec notre le scientifique docteur Mohamed Kacher. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue parmi nous. Ouais, c'est qui est enseignant-chercheur en sciences halieutiques. C'est ça. On a eu l'occasion de le recevoir déjà une première fois. Oui, on a parlé donc tout ce qui est donc ressources maritimes, plutôt halieutiques, beaucoup plus. Et aujourd'hui, c'est l'espadon dont vous allez nous décrire. Ouais. Pourquoi des quotas? Comment on est passé d'une pêche plus ou moins libre à une pêche réglementée par des quotas pour l'espadon? Disons que l'Union européenne a décidé de faire son mea culpa par rapport à cette espèce parce que c'est elle qui pêche, c'est les pays de l'Union européenne, qui sont en Méditerranée bien sûr, qui pêchent pratiquement 80% de cette espèce. 80% 80%. Donc en fait on débarquait approximativement, c'est ce qui était déclaré, environ entre 14 et 16 000 tonnes par an.
Et là, comme vraiment le stock a donné des signes d'alerte, exactement, de surexploitation, donc du coup, ils ont décidé de baisser la quantité à pêcher à 10 500 tonnes. Waouh, il y a quand même une bonne différence. Exactement. Et donc, du coup, ils ont demandé aux autres pays riverains de la Méditerranée de participer à cette régulation, donc tout en portant le chapeau, en disant que quoi, c'est vrai, nous sommes responsables. De cette diminution, c'est en fait une diminution de l'espèce. Après le thon, parce qu'on connaissait cette régulation chez le thon, et bien sûr les professionnels donc, de la pêche du thon, etc. Aujourd'hui, c'est l'espadon. Oui. Alors, si les pays du nord de la Méditerranée, de la rive nord, prenaient 80%, pour toi, est-ce que c'est aux pays du Sud de supporter ensemble? Ça se fait comment, ces quotas? Est-ce que c'est toujours... C'est des négociations. Maintenant, c'est toujours une histoire de négociation. Disons que d'une manière générale, les pays du Sud de la Méditerranée n'ont pas été trop impactés, leur contribution n'est pas très importante. Mais c'est sédentaire, c'est un migrateur, c'est la même masse qui tourne au sein de la Méditerranée. Voilà, c'est l'espadon méditerranéen. C'est un poisson pélagique. C'est un poisson pélagique, c'est un grand migrateur, il a le même se déplace que le thon, tout à fait. Donc pour l'Algérie par exemple, bon, il y a un quota qui a été attribué de 540-550 tonnes. Donc le plan de gestion a commencé en 2017. D'accord. Donc il va être draconien parce que vous avez le quota, mais chaque année vous allez perdre 3% de votre quota. Donc jusqu'en 2021 ou en 2022, il faut compter 5 ans. Il y a une réglementation draconienne sur le nombre d'hameçons à utiliser, le type d'hameçon à utiliser, la taille marchande. Donc la taille marchande d'Algérie, il a une taille marchande qui est supérieure à la taille marchande établie par l'ICAT. Oui, mais qui pose problème lorsque l'on dit l'espadon le plus petit à pêcher, ou pêchable, doit d'avoir une taille de 120 cm. Comment on calcule la taille? Est-ce que c'est à partir du bout du bec? Non. Du bec, du rostre? C'est la lèvre. C'est la lèvre. Et donc il fait 120 cm plus... Le rostre, oui. Plus le rostre. Donc ça fait un espadon de bonne taille. Il faut rajouter un tiers. Si vous avez un truc d'1 mètre, il faut rajouter un tiers, au moins 33 cm de plus. Donc c'est en moyenne 1,50 m. Voilà. Donc il y a un plan de gestion qui va devenir de plus en plus draconien, parce qu'il y aura après des contrôles même au niveau national. Donc ils vont envoyer des observateurs, c'est pas encore fait. Regardez ce spécimen, par exemple. C'est énorme. Il est énorme. Exactement. Là, il fait plus de 2 mètres, ça c'est clair et net avec le rostre. Ça, c'est de la pêche sportive. Voilà, donc il y aura des contrôles. Donc il y a une réglementation, une recommandation avec une sorte de réglementation qui a été établie en 2016 et qui devait commencer en 2017. Donc il y a des ports de débarquement qui sont désignés. Tous les navires auront des quotas individuels. Ça va de 4 mètres à plus. Donc comment va faire l'Algérie? Nous, on a beaucoup plus une pêche artisanale. On peut pêcher l'espadon avec une barque d'à peine 4,80 m, qui n'est pas nécessairement dans un port, qui est sur une plage d'échouage. Comment va se faire justement le contrôle? Bon, pour le moment, il est exigé que tous les navires qui pêchent l'espadon soient signalés à l'ICAT, à cette organisation internationale qui gère le temps. Chaque navire aura son quota individuel. Et chaque navire devra déclarer son port de débarquement. Donc il peut être soumis au contrôle à n'importe quel moment. Bon. Pour le moment, au niveau national, quand vous êtes dans vos eaux territoriales, il n'y a pas de contrôle extérieur. Mais si vous allez dans les eaux internationales, vous tombez sous le joug du contrôle international. Mais l'ICAT prépare des textes pour essayer d'intervenir même au niveau des eaux territoriales, non? Oui. Quand vous pêchez le thon, on pêche le thon dans les eaux des pays tiers. En fait, on va calquer la réglementation appliquée par l'ICAT au thon, on va l'appliquer à l'espadon. Mais se pose un problème. Quand vous dites, Dr Kacher, qu'on a eu un quota de la part de l'ICAT de 540 540, 550, mais dégressif de 3% chaque année jusqu'en 2021-2022. En capturer, on pêchait combien de tonnes d'espadon? C'est pratiquement la même quantité. En fait. Ah, donc on a eu comme quota ceux qui ont pêché déjà. Exact. Sauf ce sera dégressif de 3% par an pendant 5 ans. Voilà. Pendant 5 ans. À partir de 2017. À partir de 2017. Comment on va s'adapter? Comment parler? Comment sensibiliser pour pouvoir laisser quelque chose pour les générations qui viennent, pour gérer le stock?
D'une certaine façon, allez, disons peut-être qu'on est un petit peu chanceux dans le sens où l'espadon passe d'abord par chez nous. Oui. La migration, bien sûr, voilà, en eau. Ça vient de l'ouest en est? De l'ouest, oui, de l'ouest en est. D'ailleurs, les débarquements sont plus importants à l'ouest chez nous parce qu'il y a des couloirs. D'accord. Quel côté précisément? Oran, Boujjar, c'est un peu les ports des débarquements les plus importants. Parce que c'est lié à la bathymétrie, topographie, ils cherchent des formes beaucoup plus rocheuses que... Moins froid surtout? Non, c'est tout simplement parce qu'il y a des îlots et cet espadon, son trajet, il est entre l'îlot et les îlots et la côte. Donc du coup, ça fait un couloir, ça fait un piège naturel. Donc, si on veut voir un petit peu d'espadon, on va aller du côté des îles Habibas. Habibas ou Boujjar. C'est les plus forts débarquements là-bas. Il y a une période pour pêcher l'espadon. Est-ce qu'elle coïncide avec la période du repos biologique? Est-ce qu'on a calqué? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'espadon? Dans la nouvelle réglementation de l'ICCAT, dans la recommandation de l'ICCAT, il a été suggéré aux pays de choisir leur période de fermeture. D'accord. Donc ils n'ont pas harmonisé. Bon, ils souhaitent harmoniser. Peut-être qu'ils vont l'exiger à un moment ou à un autre. Mais toujours est-il, en Algérie, les pêcheurs ont choisi. C'est vraiment les pêcheurs qui ont choisi. On leur a donné le choix, on leur a laissé le choix. On leur a laissé le choix de la période de fermeture, donc c'est du 1er janvier au 31 mars. Pourquoi? Parce que c'est une période basse où la météo est plutôt défavorable. Je pense que c'est dû au fait que la météo est assez perturbée durant cette période, que les pêcheurs ont choisi plutôt ça. Donc, ils sont perdants. Autant donc choisir cette période où ils ne peuvent pas sortir en mer et pêcher et trouver le poisson. C'est 3 mois vraiment très compliqués et donc ils ont préféré avoir la période de repos biologique, entre guillemets, parce que ce n'est pas véritablement une période de repos biologique, et pour ne pas perdre de l'argent en fait. Est-ce que c'est pas pour faire coïncider le temps de passage de l'espadon, comme c'est un migrateur, c'est quelle période il passe au large de nos côtes? C'est toute l'année. Toute l'année. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. C'est un grand voyageur. C'est un très grand voyageur. Oui. Alors, en tant que scientifique, moi je me pose la question, vous pouvez nous dire aussi qu'il y a d'autres, à part le plus grand prédateur, c'est l'homme, il y a aussi des prédateurs donc, de cet espadon, il y a des parasites qui peuvent aussi amoindrir cette population. Vous savez, très souvent, quand vous faites le schéma de la position alimentaire d'un poisson, vous allez tomber sur des centaines d'espèces qui sont autour de lui. Alors, je vais citer un exemple très simple. Un poisson, par exemple, peut manger le petit d'une autre espèce. D'accord ? Mais ce même poisson, quand il est adulte, il est mangé par le père du petit que l'autre mangeait. C'est-à-dire, voilà. Donc, je mange le petit, mais toi, tu me manges en fait. Donc, c'est un peu... L'espadon, il est classé très haut dans la chaîne trophique. C'est-à-dire, il est classé très haut, c'est un gros poisson. Donc, il a très peu de prédateurs. Quelques parasites aussi. Les parasites, voilà. Tous les poissons portent des parasites. Ils portent tous des parasites. Mais peut-être que certaines formes de pollution diminuent un petit peu ce qu'ils mangent, non? Est-ce qu'il y a avec ces histoires de changement climatique, peut-être qu'il perd, dans la chaîne alimentaire, il perd une partie de ce qu'il mange, non? Ou c'est à vérifier? Non, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la technique de pêche la plus efficace, ce sont des palangres qui sont un petit peu courbées vers le fond. La palangre, c'est un cordon avec plein d'hameçons à une distance équivalente. Qui est plus adéquate pour pêcher l'espadon que le filet? C'est la technique la plus appropriée? Elle est obligatoire. Ah, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, voilà. C'est bien, on en a appris aujourd'hui pour les techniques de pêche, etc. Voilà. Donc, en fait, l'espadon, maintenant, on sait qu'il évolue sur une colonne d'eau assez importante, donc il y a un effet de la température qui est certain sur son comportement. Donc, il descend, il monte. On ne sait pas si c'est uniquement la température, ou bien c'est la température et la bouffe. Voilà. Ça, on ne sait pas très bien. Mais la température, probablement que c'est sûr. Alors, à côté de l'espadon, il y a une nouvelle forme de pêche qui s'est développée ces dernières années, qui n'est pas appliquée pour le moment, je pense, en Algérie, vous le confirmez peut-être, ou vous l'infirmez, c'est ce qu'on appelle la pêche électrique et qui est appelée à être bannie, notamment en Méditerranée. C'est quoi, en quelques mots, la pêche électrique? Elle se pratique comment? C'est pas uniquement en Méditerranée. Oui, mais bon, parce qu'on pense à l'espace il va y avoir un moratoire mondial là-dessus, pour une raison très simple, parce qu'en fait, en Méditerranée, elle est très peu utilisée. Elle est très peu utilisée.
Dans certains pays, elle est quasiment interdite par rapport aux espèces sensibles hein, sur le marché. Mais techniquement, c'est quoi? C'est balancer une décharge électrique dans la flotte, dans l'eau. Voilà, on hydrocute le poisson alors qu'il est dans l'eau. Alors qu'il est dans l'eau. Donc on détecte le banc de poisson. Une fois qu'on l'a localisé, qu'on positionne le navire, on balance des électrodes dans l'eau, on donne un coup de jus, et le poisson il remonte. Et puis on l'aspire avec des pompes. Mais là, ça veut dire qu'on prend et qui ont pris les juvéniles. Il n'y a pas de maille dans le filet pour que les juvéniles puissent passer entre les mailles du filet. Vraiment aucune distinction de taille ou d'espèce, vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc on l'électrocute, donc on l'immobilise d'une certaine façon, puis on le ramène avec des pompes. Et il est systématiquement congelé parce que ça sert à faire de la farine. Donc pas de très grande valeur commerciale. C'est des petits pélagiques, hein. C'est principalement des petits pélagiques. On en fait quoi? Donc soit de la farine, soit on le congèle sous forme de pain, comme ça. C'est un moule de caisse par exemple, de 20 kg, de 25 kg. C'est donné pour les engraisseurs de thon rouge ou des trucs comme ça. D'accord. Alors on sait en général, on le dit, que ce sont donc les gros poissons qui sont le plus concentrés en cyanure. Et donc la pollution est plus concentrée sur les gros poissons. Non? Qui capte le plus. On a toujours lu ça sur les. Cyanure. Oui. Oh. On est encore vivant. Hein. On est encore vivant. Alors c'est une fausse information. Ce qui est sûr, c'est qu'une des espèces qui contient beaucoup de cyanure, c'est la crevette. D'accord. Les crustacés contiennent du cyanure, mais il est dans une molécule qui le rend inefficace. Donc il est évacué avec les urines. Il n'y a absolument aucun souci. C'est pour ça que pour les crevettes, par exemple, il ne faut jamais prendre le risque de prendre des crevettes avariées. D'accord. Pour la pollution, on dit qu'il vaut mieux manger du petit poisson que plutôt le gros poisson, par exemple. Donc c'est de fausses informations. Pas le cyanure. Mais le mercure, en fait, moi je me rappelle que les services des douanes et du commerce avaient saisi, ça fait à peu près une dizaine d'années, du mérou qui était destiné à l'export parce qu'il contenait une très forte concentration de mercure. Bon, mercure, Stikda, parce que c'était à Stikda, le port de Stikda, Azaba qui est juste à côté, mais parce que aussi le mérou vient quasiment à la fin de la chaîne alimentaire, donc il se nourrit principalement de poulpe, qui lui se nourrit d'autres poissons, et donc c'est toute la chaîne qui parfois qui pourrait être conditionnelle, contaminée, et l'on arrive à ce que il n'en meurt pas, mais il stocke ça. C'est ça. D'accord, c'est ça. Stocker, c'est mauvaises toxines. Le truc, c'est une image. Nous avons une image. C'est-à-dire le schéma peut se produire dans la nature. D'accord. Il peut se produire sans problème. Mais franchement, pour que ça contienne autant de mercure pour vraiment porter atteinte à la santé humaine par rapport à l'échelle de vie de l'homme, par rapport à l'échelle de vie, il faut vraiment... Voilà, en tout cas, merci pour l'information, c'est très utile en tout cas d'avoir répondu à cela. Au moins, on sera moins inquiet maintenant. On pourra manger du poisson. Notamment l'espadon. Notamment l'espadon. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Je rappelle donc, monsieur Mohamed Kacher, vous êtes enseignant-chercheur en sciences halieutiques. Merci beaucoup d'être venu nous parler donc de cette espèce, l'espadon. À très bientôt. Hamid, à mercredi prochain. Merci aussi de nous avoir invité ce spécialiste et ce scientifique parmi nous ce matin. Et puis à très bientôt, donc, mercredi. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite à apprécier cette voix. Donc Anis Bourahla, on se retrouve juste après.
Voilà, de retour sur le plateau après donc la science, on va parler surtout culture cette fois-ci avec notre invité, lui qui va nous présenter son tout dernier projet et surtout celui qui lui tient vraiment à cœur, son tout premier clip vidéo, on va en parler, enfin c'est pas tout le premier, hein. Je pense pas. Alors, on va en parler avec Enes Benturkia. Bonjour. Bonjour, salam alaikum. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes artiste, chanteur, rap. Ouais, rap, mélodieux. Oui, mélodieux. Vous évoluez un peu partout et beaucoup plus donc, à travers la communauté algérienne établie en France, c'est cela? Exactement, donc, maghrébine. Voilà, communauté maghrébine. Voilà. Vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, très apprécié. Ouais. Oui. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Et puis, bien entendu, vous avez donc réussi à capter l'attention de tous vos fans grâce à vos titres, les titres que vous avez choisis. Ouais, des titres que j'ai choisis et que j'ai écrits aussi. Voilà. Et c'est tombé par hasard en fait. Hein. Vous étiez, on va dire, tout le monde vous voyait dans le sport puisque vous alliez presque faire une carrière sportive footballistique. Ouais, footballistique. Les Algériens aiment trop le ballon, c'est normal. Le ballon, la musique. Et vous avez donc eu un ami qui vous a un petit peu influencé dans le domaine de la musique? Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça? Ouais. D'accord. Et puis, bien entendu, vous avez trouvé votre voie aujourd'hui. Voilà, exactement. Du coup, là, je suis en maison de disques chez Sony Music, en France. Ils vous ont repéré grâce à une émission télé, radio? Non, même pas. Ils m'ont repéré grâce à mes premiers clips que j'ai fait en indépendant. Et du coup, voilà, on est parti en négociation. Voilà. Après, ça s'est fait. Et ça, c'est le rêve quand on arrive à être repéré par. C'est vrai, c'est vrai qu'une maison de disques, c'est comme si c'était un club professionnel dans le football qui venait vous récupérer. C'est important. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, ça vous permet aussi d'être plus à l'aise, être plus créatif et pouvoir aller donc. C'est vrai qu'ils mettent les moyens en fait, ils mettent les moyens en œuvre, que ça soit pour la promo, que ça soit pour un peu de tout, pour les clips musicaux, pour le studio. Pour tout en fait. Du coup, je suis reconnaissant à ce niveau-là et je suis fier d'appartenir à Sony Music. Alors, vous avez aussi fait des reprises de chansons algériennes. J'ai fait une seule reprise. Oui. Celle de Khaled. Celle de Khaled, ouais. Oui. Pourquoi Khaled? Parce que depuis que je suis petit, j'écoute Khaled, Hasni, Mami. Tu vois, même si je suis parti dans le rap un petit peu. Oui. Mais j'écoute du rail à gogo. Oui, j'imagine. Alors, le rap aujourd'hui, sa place au niveau international, au niveau aussi du Grand Maghreb, comment est-ce qu'il se situe aujourd'hui? Il commence à prendre une très très grande place, même en France. Ça commence à prendre une grosse part du marché musical. Du coup, je me suis positionné. Et puis avec des genres aussi, dans le rap, il y a des genres. Il y a beaucoup de genres. Il faut pouvoir s'inscrire dans ce genre de musique. Moi, je suis parti dans un créneau où il n'y a pas énormément de monde. D'accord. Mais quand je faisais Nes, tu vois. Moi, je fais pas du rap hardcore avec des gros mots, etc. Je fais encore des sons un peu qui peuvent être écoutés par les familles et tout. Et surtout, des titres accrocheurs, en fait, de la société aujourd'hui. Voilà, exactement. Je parle de ce qui se passe un peu dans la vie de tous les jours, en France, dans la vie des jeunes. Même ici, les gens, ils se reconnaissent un petit peu dans mes morceaux. Ils me le disent. Ça veut dire que ça me fait plaisir. Alors, il y a eu vous avez aussi travaillé aux côtés de Soul King. Ouais, Comment s'est faite cette collaboration? En vérité, on s'aimait bien, on se partageait les trucs. On se connaît aussi surtout. En fait, je le connaissais avant que ça marche pour lui, tu vois. Et j'avais une petite force, du coup, je lui ai donné ce que j'avais, tu vois, parce que j'aimais grave ce qu'il faisait. Mais moi, j'étais pas du tout dans la musique à ce moment-là. Et du coup, après, je me suis lancé dans la musique, etc. Il m'a invité dans son clip, dans un de ses clips, et ça m'a fait grave plaisir. Et c'est là aussi, vous avez donc pu être vu et apprécié, et on vous reconnaissait après en tant que chanteur. En tant qu'artiste. Non, je dirais pas que c'est le clip qui m'a lancé. Parce que j'ai fait énormément de clips avec des artistes. Bah justement, vous aimez faire des apparitions dans d'autres clips. Voilà. En fait, à la base, c'est ce que j'ai lu justement. Avant d'être dans la musique, j'étais beaucoup dans les apparitions de clips, etc. Parce que je connaissais beaucoup les artistes. Voilà. Et j'allais que dans les clips des artistes que j'aimais bien. Et du coup, ça m'a fait des contacts, etc. Alors parlez-nous un petit peu de votre projet aujourd'hui, celui qui vous tient le plus à cœur. Vous êtes là en Algérie pour faire la promo? Ouais, je suis là en Algérie pour promouvoir mon projet qui sortira, Inch'Allah, le mois de juin. D'accord. Et pour promotionner aussi un titre que j'ai fait qui me tient énormément à cœur, qui s'appelle Dans mon monde, où j'ai fait un refrain un peu pour les Français. Et je dis, je suis pas là, elle dit allô.
Allô, ça c'était un peu pour les Français. Et j'ai fait un deuxième refrain dans le même morceau où c'est un peu rail. Ça fait ah non, 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 laisse-moi dans mon monde. Tu vois. Et du coup, j'ai réussi à rassembler de la communauté française, vraiment française, hein, pas maghrébine, et maghrébine grâce à mon deuxième refrain. Et ça a touché l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, etc. Vous avez eu plusieurs vues, justement. 1,9 million sur celui-là, je suis à 2,3 millions, je pense. 2,3 millions. Et de tous les clips que j'ai fait, je fais minimum 1 million. Vous êtes très imprégné de ce que vous faites et bien sûr vos fans vous regardent et vous suivent énormément sur la toile. Et la première force qui m'a soutenu, c'est le peuple algérien. Et je tiens à remercier mon pays, le peuple de l'Algérie, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Tu vois. Et ben, en tout cas, bravo. On va voir le clip, on va voir un extrait de ce clip. Vous nous l'avez rapporté. Dans mon monde. Oui, dans mon monde. En fait, je ne l'ai pas rapporté, mais je pense que si. C'est un autre alors. En fait, je pense que c'était l'attaché de presse qui devait. C'est le clip, on me dit que c'est le clip. On va le voir. On y va. Musicale avec bien sûr notre invité Anas Bentourkia qui nous vient donc de France et lui est algérien, originaire de Sidi Blabès. Sidi Blab, je suis Tlemcen, mais j'ai grandi à Blabès, entre Blabès et Tlemcen. Voilà, donc cette famille qui vous regarde et qui vous suit probablement ce matin. La famille Bentourkia. Bentourkia qui vous suit et surtout tous vos fans qui sont en direct probablement en train de vous suivre à travers votre site, c'est ça? À travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis bien entendu, on a pu voir le clip. On l'avait, hein, vous voyez. On a tout, hein, vous ne le saviez même pas. Vous m'avez même presque induite en erreur. Le clip est là. En attendant de voir votre projet concrétisé, ça sera au mois de juin. C'est cela? Inch'Allah, au mois de juin, Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir votre clip comme ça apparaître sur Canal Algérie? Sur Canal Algérie. C'est comme un rêve qui se réalise pour moi. Canal Algérie, c'est une chaîne qu'on regarde tous, même en France. Mes parents, ils regardent tout le temps. C'est une fierté pour moi d'être ici. Eh ben, en tout cas, nous aussi, on est très contents de vous avoir reçu. Beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Merci. Et puis, en attendant de vous voir peut-être avoir des dates ici en Algérie, faire des Inch'Allah, je pense qu'après le projet, on pourra organiser des petits concerts par-ci, par-là dans les villes algériennes. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci. Encore une fois, Merci bienvenue chez nous. Et puis, à très bientôt. Un dernier mot pour ceux qui vous suivent et vous regardent ce matin. Merci à tous ceux qui me suivent. Je fais une dédicace à toute ma famille qui me regarde. Je fais une dédicace à toute ma famille, la famille Bentourkia. Et continue à me suivre et à me soutenir. Et je travaille dur pour vous donner des trucs de qualité. Inch'Allah. Parfait. Merci beaucoup, Anas. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Rendez-vous et surtout, bien entendu, faire la promotion de ce clip. Et la promotion aussi de votre album prochain, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Voilà. On va continuer, on va avoir donc d'autres invités, notre dernier invité. On va en parler dans un petit moment, le salon de la mariée, juste après cela. Sur le plateau du Bonjour d'Algérie, je l'ai annoncé, le salon de la mariée. Il s'agit avec nous de l'organisatrice qui va nous en parler, Nejma Salhi, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci. Vous allez donc organiser le salon de la mariée qui se tiendra du 23 au 27 février, donc bientôt, la semaine prochaine. Donc à partir du 23, il va y avoir au niveau de Mustafa Kateb, c'est ça? Mustafa Kateb, place Oda. Voilà, les établissements agriculture qui vous ont aussi soutenus pour cela? Exactement, qui sont remerciés d'ailleurs, remerciés vivement. Alors, c'est le salon qui s'intitule Salon de la mariée Zien Sad. Zien Sad. C'est la première fois que vous organisez ce genre de salon? C'est la première édition pour Zien Sad. Et justement, nous avons choisi Zien Sad car c'est lorsque la mariée ou bien lorsqu'on est convié à un mariage, c'est ça, c'est une réplique qu'on retrouve assez souvent, c'est vrai. Alors, vous étiez habitué à organiser d'autres salons, par exemple HSB, c'est l'hygiène, santé, beauté et artisanat, c'est cela? Exactement, donc nous donnons toujours l'occasion à la production locale, aux artisans, de promouvoir leur création et leurs travaux. C'est-à-dire nous créons cette passerelle entre les visiteurs qui viennent découvrir le patrimoine et la création. Voilà. Et puis tout ce qui touche à la beauté et l'hygiène, bien sûr, et la santé donc, des individus, en plus, notamment à la femme. Probablement, c'est cela. Alors pour le salon de la mariée, comment est-ce que vous l'avez donc articulé? Comment est-ce que vous avez donc décidé de ramener telle ou telle exposante par rapport à un autre? Très bien. Donc la touche, ou bien notre investissement, c'est surtout sur la sélection des exposants. Nous demandons à nos participants de venir, c'est-à-dire apporter un plus. C'est-à-dire lorsque le visiteur vient chez nous, notre souhait c'est qu'il ne retrouve pas les travaux et les œuvres ailleurs. Donc c'est vraiment venir découvrir et venir encourager tout ça. Oui. Il y en a eu beaucoup des salons de mariés justement ces dernières années, et c'est vrai que c'est toujours pratiquement les mêmes exposantes, ça tourne autour donc de la robe, de l'artisanat, donc de tout ce qui est accessoires aussi de mariés. Oui, oui, ça intéresse toujours, vu que le mariage, c'est toujours... c'est un gros investissement, c'est un investissement pour la famille algérienne. Et nous avons demandé justement à nos participants de faire un effort sur ça et c'est-à-dire d'émerveiller nos visiteurs, Inch'Allah, qui seront agréablement il y aura combien d'exposants? Jusqu'à 40 exposants. Wow. Oui. À l'espace Mustafa Kateb? Oui, oui. D'accord, ça va suffire. Oui, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc il va y avoir quoi au juste? Parlez-nous un petit peu des exposants. Déjà, les robes berbères. D'accord. Les robes berbères de Tizi Ouzou. La robe berbère sera présente. Les services habilleuses, l'onglerie, Hennaya, qui vont proposer leurs services même sur place. D'accord. Pour les femmes qui aiment le henna et tout. Les bijoux. Les bijoux contemporains, modernes et classiques. Il y aura également la confection, la création. C'est des marques algériennes qui vont lancer leurs produits, leurs marques, Inch'Allah. Donc, il y aura également les mosaïstes seront présents, la décoration, tout, voilà. Les mosaïstes pour l'embellissement, je suppose. Pour l'embellissement, pour la décoration, ils costumisent également, ils embellissent donc l'intérieur. Voilà. Alors il y aura donc ces exposantes et il y aura bien sûr la robe de mariée, je suppose. Inch'Allah, oui, oui. C'est ça? Oui, la robe de mariée, Inch'Allah, elle sera présente et le bornos sera présent, Inch'Allah. Voilà. La broderie, les gâteaux, le crochet, le retour au crochet, le macramé, voilà. Tous les travaux manuels seront présents, Inch'Allah, pour embellir nos belles mariées. Voilà. Alors, les artisans et artisanes seront donc contents d'être présents, encore une fois, pour montrer leur savoir-faire, parce que c'est aussi l'occasion pour ces artisans d'être plus visibles et d'être, encore une fois, retrouvés par tous ceux qui recherchent l'authenticité et recherchent aussi une touche particulière. Et c'est l'objectif principal de cet événement, de ce salon Zien Sad. J'imagine. Alors ça va durer quand même jusqu'au 27. Et durant ce 27, il va y avoir peut-être une animation particulière aussi?
Oui, donc nous proposons des tombolas, des concours. Par exemple, le concours du plus beau stand. Pour nous, on va faire une sélection. Elle sera sur place également pour égayer un petit peu cet événement. Une ambiance festive, la distribution de dragées pour les visiteurs, et, voilà, de thé, café. Donc tout le monde est convié. Donc on va essayer de créer une ambiance festive et conviviale. Voilà. Et vous avez des dates où ça sera tout au long de ce salon qu'il va y avoir ce concours, la tombola et l'animation, où vous avez des dates bien précises pour annoncer? Pour annoncer le concours, par exemple, la tombola. Oui, on va laisser. Donc aujourd'hui, on va lancer. On lance sur les réseaux sociaux également. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Et je voudrais également remercier tous nos participants également qui contribuent à la promotion. Eux également, ils sont très actifs, notamment sur les réseaux sociaux, sur le bouche à oreille. Et voilà, nos participants c'est-à-dire, pour nous, c'est des partenaires également. Bien sûr. Alors, vous qui avez fait marketing en formation, c'est très important pour vous de réussir cet événement. Ça fait partie aussi d'un challenge pour vous, l'organisation d'événements comme ça, notamment un salon. Oui, justement, vous venez de dire que ce thème, le salon de la mariée, est répandu, c'est-à-dire il a été organisé. Donc, nous espérons apporter notre touche, c'est-à-dire la touche justement de la création, et on va faire le maximum pour émerveiller nos chers visiteurs. Voilà, ce sont donc des artisans que vous connaissez pour la plupart ou que vous sélectionnez avec la maison de l'artisanat par exemple, la fédération aussi des artisans algériens? Donc, on essaie d'être sélectif. Donc, ils nous contactent, on lance l'événement, les participants nous contactent et on leur demande de nous envoyer des photos. Ils viennent au bureau, ils nous montrent leurs travaux et on fait une sélection. On sélectionne. Très bien. En tout cas, bonne chance pour ce salon. Je rappelle que vous avez donc à partir du 23 et ce jusqu'au 27 février, l'organisation du salon, de la première édition du salon de la mariée, intitulée Ziansad. Ça sera donc au niveau des établissements agriculture, l'espace Mostafa Kateb. Voilà. Tout le monde est convié. Voilà. Sinon, vous avez déjà d'autres projets pour la tenue d'autres? Pour Boumerdas, Inch'Allah, du 16 au 21 mars. D'accord. C'est le salon pour elle. Très bien. Voilà. Ce sera juste après, bien sûr, la fête de la femme, bien sûr. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Un dernier mot? Un dernier mot, je souhaite inviter toutes les mariées et tout le monde venir découvrir les artisans, les encourager également la production locale. Nous avons des sponsors qui seront présents et qui sont toujours avec nous, et j'invite tout le monde à venir et à encourager ce salon et les artisans. Voilà. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je rappelle, Nejma Salhi, vous êtes organisatrice du salon de la mariée Ziansad. Bon courage à vous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Voilà. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe, bien entendu. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 8h, 9h30. Au revoir et bonne journée.